La passion, c'est elle qui nous motive. Pour faire quelque chose de grand, pour changer la donne. C'est elle qui nous motive. Peu importe vos origines, votre apparence, elle brûle en vous tous. Elle est universelle. Face à des obstacles infranchissables, elle vous pousse à les surmonter, malgré tout. Elle vous relève. Vous échouez encore et encore. Vous vous endurcissez. Vous apprenez. Et un jour enfin, l'impossible se produit. Quelque chose se brise. Soudain, vos limites sont loin derrière vous. Le plafond qui vous écrasait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Vous vous demandez alors, sans ces limites, jusqu'où pouvons-nous aller ? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette autre édition de Samedi Sport, en direct et en exclusivité sur les antennes de Canal 2. Ce soir, nous reviendrons bien sûr sur la liste du coach du sélectionneur national Hugo Broos. Et bien sûr, nous allons faire un focus sur le champion de la phase allée de Ligue 1, UMS de Lom. Voici le sommaire de Samedi Sport. Au sommaire de Samedi Sport, focus sur la liste des 24 d'Hugo Broos, avec la polémique Stéphane Mbia. Ensuite, cap sur UMS de Lom, champion en titre de la phase allée de Ligue 1. Pour une première, le golf avec le Pratix Open de Douala et l'Open de Yaoundé récemment tenu. Et nous sortirons avec les playoffs à NBA avec la consécration de Stephen Curry, MVP de la saison régulière. Messieurs, dames, sur les antennes de Canal 2 International, voici pour vous Samedi Sport. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la présentation du panel qui ce soir est constitué justement d'un joueur de l'UMS de Loum. J'ai ainsi nommé Roméo Chamda. Bonsoir. Bonsoir. Bien Et vu. bonsoir à tous les invités sur le panel et bonsoir à tous ceux qui nous regardent depuis la maison. Déjà, félicitations pour ce titre de champion de la phase allée de Ligue 1. Ah, merci. Merci. Vous avez été un peu surpris par rapport à cela? Pas tout à fait, puisque depuis le début de saison, entre nous déjà, on croyait à ce titre-là, à ce titre honorifique-là. Et je pense qu'on s'est mis au travail et ça ne nous surprend pas, en tout cas, nous les joueurs. Très bien, on va évoluer avec un autre invité qui est parmi nous, un habitué bien sûr de ce plateau, Franck-Éric Difo, journaliste à BK Télévision. Franck, bonsoir. Bonsoir Eddy, bonsoir au panel et surtout bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal 2 International. J'aimerais déjà transmettre toutes mes condoléances à la famille M. David Maïbi, décédé récemment, ainsi qu'à toute la famille footballistique camerounaise qui a perdu pas mal de représentants. C'est aussi pour ça que vous êtes en il y a noir quelques d'ailleurs. jours. Bon, la raison elle est toute simple. Eddy. Très bien, on va évoluer avec un tout dernier sur ce plateau. Ce soir, bien sûr, on va évoluer avec d'autres consultants qui viendront en fonction des disciplines concernées. Il s'agit tout simplement de Bateng Nazer, le DTN de golf, de la Fédération golf camerounaise de golf au Cameroun. Bonsoir Nazer. Bonsoir Giscard, bonsoir au panel, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est une première aussi pour vous. Hein, Oui, c'est une première justement, parce que là, pour le moment, nous essayons de mettre un accent particulier pour la vulgarisation du golf. Il y a lieu maintenant qu'on essaie de parler du golf, de démystifier le golf. On va y arriver, on l'a vu lors de cette édition déroulée du côté de Douala, l'ouverture aux médias, notamment de votre discipline sportive, dans un cercle particulier qu'on a d'ailleurs beaucoup apprécié. On en profite pour débuter avec la première rubrique de cette édition, la média-presse, l'actualité de la presse cybernétique locale et la presse sportive internationale. Le montage est signé Brian Wembe. Est-ce que votre enfant rêve de devenir un joueur de football célèbre? Chaque minute, un enfant meurt du paludisme. Le paludisme est évitable et traitable. Je sais maintenant que le paludisme peut être évité en dormant sous une moustiquaire chaque nuit. Traitable en allant à l'établissement de santé dès les premiers signes de fièvre pour un test de paludisme. Ensemble, nous pouvons aider nos enfants à réaliser leurs rêves. Unis, nous pouvons battre le paludisme. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Média Presse. L'on débute avec le site Camfoot qui donne rendez-vous pour le match de charité qu'organise Samuel Eto'o le 16 juillet prochain en Antalya, en compagnie de nombreuses stars mondiales telles que Messi, Neymar et Xavi. 45x2 revient sur la convocation de Jonathan Gwem qui est heureux de ne plus être le seul joueur du terrain en sélection. Samedi Sport fait un point sur l'actualité de la Ligue 1 avec le classement définitif des buteurs camerounais de la diaspora cette saison, également l'actu foot international avec le cas NBA et en basketball, la claque des Cavs de Cleveland face à Toronto. En Angleterre, avec le Mirosport et Jürgen Klopp ébranlé par le scénario de la défaite face à Séville et la performance magistrale du Sévillan Croquet.
Les dirigeants du Benfica négocieraient le départ de Jonas et Talisca pour le nouvel Eldorado du football actuel, la Chine. El Correo de los Sports annonce l'intérêt de la vieille dame pour James Rodriguez. La star colombienne est jugée intransférable selon ses dirigeants. Marca, la presse madrilène, titre Sois Eternos. Vous êtes éternel pour la performance de Séville en finale de la Coupe de l'UEFA. Et El Mundo Deportivo reste également sur cette fête annoncée à Séville avec cette info autour de Neymar qui a prolongé jusqu'en 2022 avec le Barça et la clause est désormais fixée à 220 millions d'euros. Griezmann, Lacazette et Pogba affolent l'Europe en termes de rumeurs de transfert. Les plus grands d'Europe sont prêts à tout pour se les arracher. Ce samedi aura lieu la finale de la Coupe de France entre le PSG et l'Olympique de Marseille. France Football met en avant une affiche qui pourrait redonner une sensation à l'OM pour cette fin de saison. On va débuter avec la première thématique de cette édition autour de la liste du sélectionneur Hugo Boss, qu'on va voir bien sûr à l'image pour pouvoir analyser tous ensemble cette liste, en tout cas un temps soit peu. On va voir avec tout d'abord les gardiens de but, on va observer la présence de Onana, Ondoa et Di Asembe au sein de l'attaque. Ensuite, nous avons les défenseurs Aaron Bimbe, nous avons Bedimo, Aurélien Chidjou, Jonathan Gwem, Adolphe Teke, Nicolas Nkoulou, Alamium, Oyongo Bitolo et l'une des surprises, en tout cas, une des révélations de ce championnat, Kamara Diété. Ensuite, au milieu de terrain, on trouve Frankom, Eon Eno Takam. Nous avons également Jos Constant Mandjek. Nous avons Sani, le joueur qui joue en Belgique. En attaque, nous avons Aboubakar Vincent, également accompagné de Choupo-Moting, Clinton Dje, Jacques Zoua, Benjamin Moukanjo, Salega, Karl Toko Ekambi et le tout dernier, le jeune joueur du côté des États-Unis. Alors, on évolue ensemble pour essayer de comprendre d'abord, selon vous, Franck Erdifo, cette liste, pour vous, il n'y a pas de grande surprise. Il n'y a véritablement pas de grande surprise, même si la question que je me pose autour des absences, c'est l'absence de Marvin Matip, qui avait fait les 2 dernières rencontres avec le Cameroun, la double confrontation face à l'Afrique du Sud. Et lors du match retour à Durban, que certains n'ont peut-être pas remarqué, qui a fait une très grosse rencontre en récupération, juste en sentinelle devant la défense, qui avait fait un très gros match, aligné et effectivement en lieu et place de Stéphane Bia, qui avait fait un gros match. C'est souvent ces garçons-là qu'on appelle les hommes du métier invisible dans le football, qui jouent à des postes un peu ingrats. Je suis surpris, moi, de sa non-sélection. En passant, juste rappeler que nous avons eu quelques personnes proches, notamment de la famille Matip, qui nous ont évoqué le fait qu'effectivement, il doit se marier incessamment sous peu. Je ne sais pas si cette raison est valable, mais tout au moins, c'est la raison évoquée. Et c'est la raison pour laquelle certains annoncent son absence. On espère justifie son absence. On espère que c'est cette raison-là qui justifie son absence aujourd'hui. On n'aimerait pas que les raisons qui ont poussé le frère Joël à ne plus jouer, à vouloir ne plus jouer, ou alors à s'écarter de la sélection nationale, ne sont pas les mêmes raisons pour lesquelles aujourd'hui Marvin décide peut-être de ne pas rejoindre l'équipe. Mais un joueur qui décide de choisir, bien sûr on respecte sa vie privée, d'aller s'occuper notamment de tout ce qu'il faut pour son mariage et c'est normal, c'est normal. Ça n'interroge pas? Un autre joueur, Eric Maxime Choupo-Moting, l'a fait il y a quelque temps pour se marier, il n'y a pas eu de problème à cela. Je dis si c'est la raison évoquée, c'est normal, c'est clair. Maintenant, par rapport à la liste de 23, il n'y a véritablement pas de grande surprise, si ce n'est l'absence qu'a justifié l'entraîneur sélectionneur de son capitaine Stéphane Bia Etondi. Même si aujourd'hui beaucoup pensent que les dernières performances de Stéphane Bia ne mériteraient pas à ce qu'il soit, ne militent pas pour qu'il soit appelé en sélection nationale. On va s'arrêter à l'information officielle à nous publiée par l'AFECAFOOT. C'est celle selon laquelle Stéphane Bia, premièrement, est suspendu. On se rappelle qu'il a eu un carton rouge lors du match amical Nigeria-Cameroun. Et que son club aimerait bien l'utiliser en championnat le 29 mai prochain, même si effectivement on s'en va jouer un match quasi important pour l'équipe nationale du Cameroun le 3 juin du côté de Nouakchott face à la Mauritanie. En cas de victoire face à la Mauritanie, le Cameroun serait d'ores et déjà qualifié pour la CAN Gabon 2017. Maintenant, est-ce que véritablement Stéphane Bia a une place essentielle dans cet effectif? Je pense que si c'était le cas,
le coach ferait tout pour garder son élément. L'utiliser peut-être pendant le stage qui va du 22 au 3. S'il n'est pas aligné face à la France le 30 mai, il pouvait bien être aligné face à la Mauritanie le 3 juin. Maintenant, ça reste au coach de voir. On sait, parmi les milieux de terrain qui sont appelés, on a énormément de talent. On a Georges Constant Mandjek qui monte avec Metz. On a Sébastien Siani qui depuis son arrivée... On va y arriver avec les milieux de terrain. On va évoluer avec vous, Roméo Tchanda, justement sur cette liste. Hein. Vous avez aussi le droit, comme l'ensemble des joueurs évoluant dans le championnat local, d'espérer être sur cette liste au vu de vos performances notamment. D'ailleurs, il n'y a personne, aucun joueur du MS de Loum. Est-ce que cela ne vous a pas interpellé, surpris? Surpris, pas vraiment. Vous savez, le joueur que je suis n'a pas le droit d'apporter de critiques sur la liste de l'entraîneur. Je pense que le joueur que je suis devrait plutôt féliciter l'entraîneur qui a pris sur lui déjà de convoquer 3 joueurs. Le but de la question n'était pas que vous puissiez critiquer la liste, c'était juste votre réaction. Justement, je me dis, vu notre performance depuis la saison dernière, vu la performance de l'UMS, beaucoup s'accorderaient à dire pourquoi pas un joueur de l'UMS. Mais bon, c'est les choix de l'entraîneur, on les respecte. Et on continue à travailler, on se met au travail, on se dit... Et il faut un début à tout. Justement, en parlant de début à tout, on va évoluer avec la liste des joueurs locaux qui ont été convoqués par Hugo Broos, qu'on va voir juste à l'image. Et on va faire un petit point d'observation concernant cette liste. On voit justement Aaron Bibet de Coton Sport. Le rang de Coton Sport actuellement, il est 6e en Ligue 1. Ensuite, Camara Dité, dont on annonce à l'extérieur, vous nous en direz peut-être plus, vous qui êtes très proche de l'Union Douala. En tout cas, j'espère vous assumer ce soir. Et ensuite, qui est 3e de Ligue 1. Et bien sûr, Jonathan Ngouem du New Sport de Bafan. Bon, on a délibérément décidé d'afficher cela parce qu'on a eu par le passé certaines convocations où on avait des joueurs dont les clubs n'occupaient même pas ces rangs. C'est-à-dire que là, on a ce sentiment de nivellement vers l'euro. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Francky Adifo? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parlant de Aaron Bibé, il a fait ses preuves avec les Lions A' durant le CHAN. À New Star, déjà la saison passée, c'était l'un des meilleurs à son poste dans le championnat camerounais. Aujourd'hui, il le prouve avec le Coton Sport de Garoua. Je pense qu'il mérite effectivement sa place dans cette sélection des Lions. Jonathan Ngouem, il est dans la continuité. Ça fait quelques sélections déjà. Il est parti comme d'un coup de baguette magique, toujours avec les Lions A' durant ce CHAN. Aujourd'hui, il est convoqué une fois de plus avec les Lions indomptables du Cameroun. Maintenant, concernant Mohamed Djité Camara, ça fait près de 2 semaines que quasiment 2, 3, voire 4 sites internet annoncent Mohamed Camara Djité dans la liste d'Hugo Broos. Il était pressenti pour cette liste-là. Il figure dans cette liste. Ce n'est pas une première pour lui. Il a été déjà convoqué par Alexandre Bellinga. Quand Alexandre Bellinga assurait l'intérim en novembre, il a été appelé déjà une fois, même s'il n'était pas dans la liste d'Alexandre qui a disputé la rencontre. Maintenant, il revient chez les Lions. Je pense qu'il doit comprendre déjà, de par cette autre convocation, qu'il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas dire qu'il atteint le sommet, qu'il doit désormais dormir sur ses lauriers. Un de son club. Mais le camarade d'été, permettez-moi de vous interrompre. Le camarade d'été a ceci de particulier, c'est un peu, bien sûr, bientôt le Cameroun jouera contre la France. C'est un peu notre Golo Kanté national en termes de trajectoire. Il y a quelques saisons. Il y a 2 saisons exactement. Il jouait si je me rappelle bien, non pas à Feeling, il jouait avec International Sporting Club de Douala, club de division régionale ici à Douala. Mais il faut déjà dire que... la saison d'après, Union Douala, et ensuite 2 saisons consécutives. Et aujourd'hui à l'équipe nationale. Aujourd'hui à l'équipe nationale, il faut déjà signaler qu'avant de jouer à Sporting, il partait de l'Union de Douala. Il avait été laissé parce qu'il était chez l'équipe B de l'Union de Douala. On jugeait qu'il n'avait pas de bonne performance. Il était recruté par International Club. Et c'est lors d'une rencontre amicale face à l'Union de Douala qu'il est une fois de plus repéré par les dirigeants qui décident de le rappeler. 2 bonnes saisons, une première à côté d'un bon ténor, une seconde. Même si aujourd'hui beaucoup l'annoncent du côté de l'Espagne, je prendrai sur moi, Eddy Giscard Nono, de dire que je ne suis pas d'accord avec l'information qui annonce Mohamed Djité du côté du FC Barcelone. On vous croit. Vos liens. J'ai pas de lien avec l'Union sportive de Douala. Mohamed Djité est annoncé. Votre sympathie.
Je pense qu'à 90%, Mohamed Jeté ira faire un test du côté de la Turquie. Donc on arrête un peu ce marketing qui ne vend pas toujours cher nos joueurs. Très bien, on reste avec vous, Chanda Romeo, sur le cas de ces joueurs, ces locaux qui ont été sélectionnés. Vous les avez affrontés pour la plupart. Et lorsqu'on interroge les joueurs, unanimement, ils sont d'accord. C'est décidément les meilleurs du championnat. Est-ce que vous partagez cet avis? Là, je dois dire tout de suite que je partage cet avis parce que il l'a dit tantôt, Aaron Bimbe, on ne devrait plus le présenter puisque les performances sont... Lionel Sekoya, l'entraîneur de Coton Sport, manager général, qui d'ailleurs était sur ce plateau, me le confie encore en off récemment. C'est le rock, l'un des rocks, du moins le rock de sa défense centrale. Ouais, ça, il faut le dire. Et Jonathan Gouet, on l'a vu lors du dernier Tchad, on a vu tout ce qu'il a donné. Et je pense que la convocation est méritée. Maintenant, le jeune défenseur de l'Union, je dois dire que depuis quelque temps déjà, vraiment, il monte en puissance. C'est une récompense qui nous augure, nous, un lendemain meilleur. Donc, une brèche d'espoir voilà, s'ouvre pour les joueurs locaux. Justement, on s'est dit, si ça a été 3 aujourd'hui, pourquoi pas 5 demain? Très bien. Eddy, si tu me permets, prie. parlant de ces joueurs locaux qui ont été convoqués, je vais un peu aller au niveau des attaquants. On a aujourd'hui des attaquants comme Jacques Zoua qui ne prouve pas toujours avec l'équipe nationale du Cameroun. Pourquoi ne pas faire appel On va y arriver. Camerounais On va y arriver, Franck Difo. Peut-être que vous avez un message à passer, mais je pense que vous souffrez d'être un tout petit peu patient. Hein. On évolue toujours avec cette liste parce qu'on a fait la comparaison entre du moins la liste face à l'Afrique du Sud et maintenant celle concernant face à la France et bien sûr la Mauritanie. On va voir les entrants et les sortants de cette liste qui vont bientôt s'afficher à l'écran pour pouvoir faire une analyse rapide. Hein. C'est-à-dire que les entrants de cette liste, chez les gardiens, il n'y a pas de nouveauté. D'ailleurs, la nouveauté dans le sens que le Kakamini, on peut s'interroger sur l'absence du Kakamini, parce que c'est vrai que face à l'Afrique du Sud, il n'y était pas, parce que Camille était blessé, mais notamment ce week-end, depuis quelques temps, il a repris ce week-end face à Las Palmas, parce que Malaga jouait en championnat face à Las Palmas, qui est les îles Baléares, comme le dit bien, avec Tenerife, etc. Camille était sur le banc de touche. Et c'était le gardien mexicain Ochoa qui était titulaire. Bon, ok, il revient pas à pas. Mais est-ce que ça justifie son absence, Franck? Pour moi, ça justifie. Si on va prendre l'entraîneur sur ses propos, quand il est arrivé au Cameroun, il a dit qu'il faisait avec des joueurs compétitifs, des joueurs qui jouent en championnat depuis qu'Idriss Carlos Kameni est blessé. Parce que vous le dites parce que vous êtes certain que ceux qui sont convoqués sont compétitifs. Pas tous. Vous avez dit on aura l'occasion, et quand je regarde effectivement le conducteur, on aura l'occasion de parler de ces joueurs. On est sur le cas des gardiens. Sur le cas des gardiens de but, ils sont tous compétitifs selon vous? Peut-être pas tous, mais celui qui mais comment ça se fait que vous tolérez le cas Kameni? Lui, contrairement aux autres, il revient de blessure. Ah ok, d'accord. Il revient de blessure. Ceci pourrait expliquer, ceci pourrait être une raison à l'absence d'Idriss Carlos. Très bien, Franck Eddy, on vous remercie. On évolue avec les défenseurs Aaron Bimbe qui entre dans ces listes, également Camara Djité. Les sortants de l'ancienne liste, ce sont Bassong et, comme vous l'avez évoqué si bien il y a quelques minutes, Matip, Marvin, l'aîné de Joël. Ensuite, au milieu de terrain, nous avons Eyon Enotakam qui revient, qui était longuement blessé aussi. Et ceux qui sont sortis de cette liste par rapport à l'Afrique du Sud sont Dany, Landin Ngemo, Stéphane Bia et Alexandre Son qui faisait partie de la liste des 27. Certains ont tendance à l'oublier. Il s'était déjà exprimé sur les propos de Beansport qui avait été retransmis sur cette émission d'ailleurs. Ensuite, on évolue avec les attaquants. Un seul entrant au niveau des attaquants, Clinton Ndiaye de Tottenham qui revient pas à pas. Hein, Pochettino, l'entraîneur de Tottenham, lui fait confiance. Ça se voit dans les initiatives mises en place. Et nous avons Bekamenga qui quand même retrouve la Ligue 1 avec Metz, même s'il est prêté par son club, hein, qui sort de cette liste. Alors, une analyse sur les entrants et les sortants, Franck, et surtout Franck, bien sûr. Au niveau de la défense, je pense que c'est mérité. Aaron Bimbe, Camara Djité qui entre. Sébastien Basson, ça n'a pas trop été, c'est avec Norwich, malheureusement un club relégué en Championship. Marvin Matip, je pense vous avez donné la raison de son absence aujourd'hui. Au milieu de terrain, on a Eno Enotakam qui revient. Chaque fois qu'il a été en sélection, il a été titulaire, il a apporté quelque chose de plus. Maintenant, les sortants, je pense que c'est des sorties un tout petit peu méritées. Alexandre Son avec ses propos et surtout sa position. En attaque, Clinton Ndiaye qui revient, c'est normal. Il a été blessé, il est de retour. Je pense que c'est ce joueur-là que les Camerounais veulent revoir. Bob Lagachette qui est capable à lui seul de prendre
de changer le cours d'un match. Bekamenga qui sort un tout petit peu. Moi, je ne serais pas d'accord au vu de ses dernières prestations. Peut-être sa prestation avec les Lions oblige l'entraîneur à le mettre de côté, mais sa prestation en club est une très bonne prestation qui a largement contribué à la montée de Metz en Ligue 1 pour cette saison. Je pense que dans le milieu de terrain, le coach a décidé de faire court parce qu'il y a uniquement 4 hommes dans le milieu de terrain, 4 hommes qui ont été convoqués dans le milieu de terrain. C'est surtout, pour ma part, on a vu qu'il préférait jouer en 4-4-2. C'est surtout pour utiliser 2 de ces 4-là. Et je pense que tous ceux qui entrent méritent peut-être leur place, mais tous ceux qui sortent, je ne suis pas totalement d'accord. Très bien, Bekamenga. Très bien. On va demander à notre réalisateur, bien sûr, Colin Sowonchon, de revenir sur la liste principale qui va juste s'afficher parce qu'on va faire un petit focus sur un joueur qui est présent. Merci, merci Réalo. Anatole Amban, qui est juste à l'extrémité gauche, en bas à l'image, et qui revient encore sur cette liste, quand même auteur d'une belle prestation, le joueur des New York Red Bulls, qui revient dans cette liste après sa belle prestation face à l'Afrique du Sud. Surprise ou pas surprise? Non, pas surprise pour du cas Anatole Amban. Il a fait une bonne prestation. Quand il est entré du côté de Limbé, c'est vrai que du côté de Durban, ça a été un peu difficile. C'était un peu plus poussif quand même. C'était un peu plus poussif, difficile, mais il a essayé. Il a essayé aux côtés de Vincent Boubacar de donner ce qu'il pouvait. Maintenant, il doit s'adapter, il doit s'acclimater à cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. On espère que très vite, il pourra trouver une place de titulaire dans cette sélection. Très bien, on va très vite, rapidement prendre le Man of the Day, la deuxième rubrique de l'émission, le Man of the Day, pour voir si certains qui se retrouvent dans le Man of the Day font partie également de cette liste. Le montage est signé Brian Wembe. The Man of the Day. Bonsoir et bienvenue dans The Man of the Day. Make you ricotta, mama Africa, ricotta, hey. The beat is tarantana. You go make you manya. Ines is in manya. This is for people with chalacha, hey. People with kalaka, hey. Nandi walanya, hey. Nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. It go make you feel Niger. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania. Togo, Cameroon, Niger, Ghana, Southern Sudan. Oh yeah, make you ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah. Everybody ricotta. All my bitches got real hair, chilling with the top down, screaming like hey. Justement, c'était le Man of the Day pour cette édition. Je vais demander à notre réalisateur de revenir sur ces attaquants, ces meilleurs attaquants camerounais de la diaspora, puisque la saison est terminée. Le premier d'entre eux, bien sûr, pendant que ça va s'afficher tout droit sur votre petit écran, on aura bien sûr Samuel Eto'o, en suivi de Aboubacar Vincent, en tout cas, Aboubacar Vincent, Benjamin Moukandjo, tous 13 buts. Là, c'est en fonction des buteurs qui ont le plus, qui ont inscrit le but le plus récent. Là, c'est Moukandjo, suivi de Donado, que le grand public ignore. Samuel Eto'o, il est à la prise à retraite internationale. Moukandjo fait partie de la liste. Donado, le joueur du Chamois, le Chamois niortais, en deuxième division en France. Ensuite, Aboubacar Vincent, effectivement, Karl Toko Ekambi et Kweke qui est toujours blessé, qui n'est toujours pas revenu au top de sa forme. L'absence de certains sur la liste, est-ce que c'est certains pourraient un jour espérer être dans cette liste? Effectivement, le jeune Donado. Il n'est plus jeune, à 28 ans. C'est vrai qu'il n'est plus très jeune. 28, mais comparé à certains joueurs de l'équipe nationale, on pourrait l'appeler ainsi. Il mériterait une place en sélection nationale. Vous parlez des joueurs que les Camerounais ne connaissent pas. Un que j'ai découvert cette semaine, j'ai eu la très bonne surprise de découvrir cette semaine, c'est Joël Tagueux, footballeur camerounais, champion du Brésil avec Santos FC. Oui, il est gaucher. Oui. Que beaucoup ne connaissent pas. Très bon joueur. On espère que d'ici là, le coach pourra aller, pourquoi pas, dénicher cette pépite. Il a ramené en sélection camerounaise. Vous savez, c'est une sélection, on a besoin des meilleurs. On a parlé des meilleurs, on a besoin des meilleurs à leur poste. Maintenant, dans cette liste-là, c'est vrai qu'il y a les meilleurs, mais bon, il y en a qui, peut-être, on parlait des attaquants tout à l'heure, au vu de leurs prestations, ne mériteraient peut-être pas la sélection nationale. On a encore des jeunes locaux qui peuvent apporter quelque chose, qui peuvent prouver que le championnat local n'est pas toujours ce qu'on a connu il y a 3-4 ans. Ce championnat a un niveau qui a véritablement été relevé cette saison.
Et je pense qu'il y aura plein de surprises à la fin de cette saison. Roméo Tchamba, qu'est-ce qui justifie le fait, justement, comme le dit Franck Edifo, que le championnat a été relevé? Vous qui êtes acteur principal de ce championnat? Oui, il faut dire que déjà dans le classement, vous constatez qu'il est très serré. C'est une preuve qu'il est vraiment, c'est une preuve que ce championnat est relevé parce que l'écart est très réduit au niveau du classement déjà, parce que chaque équipe se donne à fond. Je pense que c'est ça qui donne ce championnat-là très très relevé. Très bien, on va évoluer tous ensemble, messieurs. Hein. On va d'abord prendre très rapidement ce message de sensibilisation et on revient dans quelques instants. Mon premier ballon, c'est ma mère qui me l'a offert. Il me servait à tout, même à me défendre contre les moustiques. Ah, au fait, je m'appelle Didier, et eux, ce sont mes copains. Pas eux. Eux, ce sont nos ennemis. Les moustiques porteurs du paludisme. Le but, c'est de ne pas se faire piquer et d'en tuer un maximum. Comme ça. À ce jeu-là, on était les meilleurs, mes copains et moi. Mais c'était un sport dangereux. Les moustiques revenaient toujours plus nombreux. Alors que nous, devenir footballeur m'a permis de beaucoup voyager. Et même si je suis toujours resté le petit Didier pour certains, je suis aussi devenu Drogba pour beaucoup d'autres. Moi aussi, j'ai eu le paludisme. Et oui, je vous l'ai dit, il suffit d'une seule piqûre. Pourtant, si on multipliait les moustiquaires, on pourrait gagner contre le paludisme. Et croyez-moi, c'est encore plus efficace qu'un ballon. Oui, on peut gagner contre le paludisme. C'est reparti hein, pour les aventures folles de Samedi Sport. On va évoquer la deuxième thématique de cette édition autour du cas justement du MS de Loum, champion de la phase aller, d'où la présence de Roméo Tchamba pour pouvoir évoquer cette actualité autour du MS de Loum. Alors avec vous Roméo, on va débuter d'abord avec en image, bien sûr, et comme d'habitude, les références concernant les statistiques du MS de Loum cette saison, que vous allez voir juste s'afficher et vous allez pouvoir, en tout cas on l'espère bien, nous expliquer les raisons, les causes de ce succès de l'UMS de Loum. Je vais demander à notre réalisateur, bien sûr, de nous afficher cela. Nous avons UMS de Loum qui compte 9 victoires déjà cette saison, en cette journée, 4 matchs nuls et 4 défaites. Alors, Roméo, les victoires, le nombre de victoires de l'UMS, surtout sachant que les coachs ont été assez souvent malmenés, on dira ça comme ça, allez, un euphémisme. Hein. Les coachs ont été souvent malmenés, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Oui. Mais maintenant, on a une équipe d'UMS assez mature. On a des gars dans cette équipe qui ont quand même déjà roulé leur bosse dans ce championnat. Et cette conscience-là qui nous anime tous les jours, cette envie-là de vouloir faire quelque chose d'assez important cette saison-ci. Donc, je pense que chaque jour, nous essayons de nous donner à fond dans les entraînements. Nous essayons d'être le plus discipliné possible, question de réaliser nos objectifs. Très bien. Et au niveau justement de cette défaite, quels sont les stades où vous avez eu le plus de difficultés cette saison à vous imposer? Il faut dire qu'on a beaucoup plus eu des difficultés dans les stades à l'ouest. On a beaucoup... À cause de la qualité du... Pas seulement du terrain ou bien l'adversaire. C'est vrai qu'il y a... Ou surtout les supporters autour qui génèrent une ambiance... Il y a tout ça qui entre en jeu, il y a les supporters, il y a l'air de jeu, il y a tout. Bon, je me souviens encore de ce match à Bafan où nous entamons bien le match, où nous menons même 1-0 à l'entame et puis finalement nous perdons par 2-1. Donc il y a tout ça qui entre en jeu. Très bien. On va évoluer toujours avec ces statistiques autour de l'UMS de Loum, avec les références, ces nouvelles statistiques qui vont s'afficher avec les références du UMS de Loum, pour pouvoir comprendre avec vous, Franck et Edifo, UMS est la meilleure attaque, meilleure défense du championnat avec 8 buts encaissés simplement et compte 17 buts marqués, soit la 4e meilleure attaque. Elle est en compagnie également d'un club comme Canon. Je crois, si ma mémoire elle est bonne, si ma mémoire ne l'oublie pas, en termes de meilleure attaque. En termes de meilleure attaque, oui, 4e meilleure attaque. Effectivement, 4e meilleure attaque derrière le Canon. Derrière le New Star, effectivement, et Unisport du Honcam, 4e meilleure attaque. Meilleure défense du championnat, 8 buts encaissés, donc 7 à l'extérieur, un seul but pris à la maison, si je me trompe. C'était face à l'Union sportive de Douala. Voilà comment est-ce qu'un champion se prépare, voilà comment on prépare un championnat. Une équipe qui prend un seul but
à domicile en 8 journées de championnat. Je pense que c'est une équipe qui est bâtie pour effectivement aller pour s'installer, pour titiller ces grands du championnat camerounais que sont l'Union, Coton, New Star ou encore le Canon sportif de Yaoundé. Je pense que du côté de UMS de Loum, on peut parler de cette valse des entraîneurs sur le banc de touche de cette équipe. Mais il faut surtout dire que le président de UMS... Parlez-nous un peu de cette valse, parce que lui, il ne veut pas, Roméo ne veut pas s'exprimer autour de cela. Dis-nous un mot. Le président de UMS de Loum, on doit d'abord le dire, c'est un monsieur qui est passionné de foot. Lui, quand il vous appelle, vous entraîneur, il vous dit, voilà où je veux voir mon équipe, voilà ce que je veux de mon équipe. Est-ce que vous êtes prêt à apporter cela à mon équipe? Si vous lui dites oui, j'ai besoin de tel montant pour le faire, il va vous donner ce montant. Mais malheur à vous si vous perdez, malheur à vous s'il y a une défaite, il ne va pas réfléchir, il ne va même pas attendre la fin du match si vous êtes mené. Il faut une barrière pour le retenir. Il traverse. On n'est toujours pas d'accord. Mais ça manque de respect pour les entraîneurs, pour la corporation. On n'est toujours pas d'accord avec cette manière de faire du président Pierre Kwemo de UMS de Loum. Mais on peut aussi comprendre la passion qu'il a pour son équipe. Mais maintenant, cette vase des entraîneurs, on comprend que ça n'a pas touché le moral de ces joueurs. Il parlait encore des joueurs mûrs, des joueurs d'expérience. Ils sont quasiment à tous les postes, on retrouve des hommes d'expérience dans cette équipe de UMS de Loum, que ce soit en défense avec Monté, Bawak, Tchenche ou encore lui-même Chamda. C'est des garçons de talent, d'expérience. Au milieu de terrain, on a Hugues Djoubissi qui part de Botafogo de Douala, que beaucoup connaissent plus de pseudonyme de Effenberg, parce que très bon joueur dans ce milieu. Mais on a une ligne offensive un pseudonyme pas des moindres. Hein. Effenberg, pas des moindres. Excusez du peu. On a une ligne offensive qui fait rêver. C'est vrai que du côté de New Star, de l'Union de Douala, du Canon de Yaoundé, on peut parler des attaquants. Mais quand vous avez dans une équipe à vous seul, Aruna Ndarabiseke, transfuge de Bamtos Club de Mbouda, Bagwen Badi, transfuge de Bamtos. Tchenche aussi qui est très intéressant, le capitaine. De Mbouda, effectivement. Et on a Aruna et Bagwen qui viennent d'abord de l'extérieur. Bagwen qui sort de Dak, qui a fait la Guinée équatoriale et qui est revenu. On a un garçon comme Rostan Kako, cinquième meilleur buteur du championnat avec 6 buts, si je me trompe. Qui a été élu joueur du mois la saison par Sinafoc, si ma mémoire est bonne. C'est plutôt Aruna. C'est Aruna Ndan qui a reçu le trophée de meilleur joueur du mois de mars du Sinafoc. On a un autre, il y a Degoué qu'il ne faut pas oublier. Christian Degoué qu'il ne faut surtout pas oublier. Quand vous avez cette ligne d'attaque dans le championnat camerounais, je pense que chaque fois que vous vous rendez dans un stade pour jouer, ce sont les défenses adverses qui peuvent effectivement trembler. Très bien, on reste avec vous pour s'intéresser cette fois-ci, n'est-ce pas, à la série des résultats de l'UMS de Loum, hein, qui va s'afficher juste au bout de votre, enfin, sur le petit écran, avec face à Astre, notamment la dernière rencontre, UMS un but partout face à Astre. Ensuite, Dragon, UMS a remporté face à Dragon 1-0. Ensuite, UMS face à Nous, c'était 1 but partout. Bamboutos 0 but partout face à UMS. Botafogo 2 buts en faveur du UMS. D'où, sur les 5 dernières rencontres, Roméo Chamda, UMS totalise 2 victoires et 3 matchs nuls. Solide performance encore sur les 5 dernières rencontres. Oui, surtout qu'il y a eu des points que nous sommes allés chercher à l'extérieur. Ce qui n'est pas donné, ce qui explique justement cette envie-là d'aller vers l'avant, quoi. Donc, je pense que dans ce championnat, aller prendre les points à l'extérieur, notamment celui que nous prenons face à Dragon, qui traversait des moments très très difficiles, qui était un match très très difficile à jouer en Balmayo. Je pense que c'est une bonne chose pour nous. Très bien, on reste toujours avec vous, hein, Roméo Chamda, pour voir le ratio de buts inscrits par UMS depuis le début de la saison, qui va juste afficher, bien sûr. Merci encore notre réalisateur Colin Spontan, qui, UMS a inscrit 17 buts depuis le début de ce championnat, et 269 buts ont été inscrits depuis le début de ce championnat, soit un ratio d'un but par match. Vous ne marquez pas beaucoup, hein, juste l'essentiel, et ça y est, vous êtes en tête du championnat. Vraiment la méthode allemande. Hein. Oui, surtout que le plus important, c'est de prendre les 3 points de la journée. Si en prenant les 3 points, nous marquons un but et que nous défendons bien, c'est tout bénéfique pour nous. Mais Franck, vous qui êtes une sorte de globe-trotteur dans la corporation, on vous voit un peu partout à l'ouest, à Yaoundé, pour suivre les performances de certains clubs. Je suppose bien sûr, ça a été un temps soit peu avec le cas du MS de Loum. On a récemment vu MS d'ailleurs qui était en direct sur Canal 2 plus d'une fois cette saison, déjà par rapport à leur statut de leader de ce championnat. Il y a de la qualité dans cet effectif. Hein. Il y a effectivement de la qualité. Je pense que ça joue à la baballe. Je parlais encore des performances individuelles dans cette équipe, des individualités de cette équipe de UMS de Loum. Ces individualités-là
Je pense qu'il ne faut qu'un coach capable de mettre tout cela au service d'un collectif. Je pense qu'ils sont conscients du côté de UMS de Loum qu'ils ont un trophée, il ne faut surtout pas l'oublier, ils ont un trophée de vainqueur de la Coupe du Cameroun qu'ils doivent défendre. Et s'ils le défendent en remportant le championnat camerounais, c'est encore mieux. On aura l'occasion de revoir cette équipe de UMS de Loum sur la scène continentale la saison prochaine, tout en espérant que les couacs observés de ce côté-là durant cette campagne africaine-là soient effectivement gommés et qu'on ait appris des leçons de leurs échecs. C'est une équipe de UMS de Loum qui est parée pour aller titiller, je le disais, encore les gros dans ce championnat camerounais. Le reste de la saison sera véritablement compliqué. On a joué qu'une partie de la saison. Maintenant, il faut aller chercher, Et je pense que UMS de Loum a compris que pour être champion, il faut déjà savoir ne pas perdre les matchs qu'on joue à domicile. Parce que les matchs à domicile doivent être automatiquement des victoires, même s'il ne faut pas des victoires à tous les prix. Il faut des victoires à tout prix. UMS de Loum a certainement compris cela. Maintenant, il faut aller aussi à l'extérieur, gagner, remporter des confrontations. Il y aura des matchs à jouer à l'extérieur et pas des moindres. Il faudra venir jouer l'Union sportive de Douala ici. À Douala, il faudra jouer des grosses têtes comme Nyosta et surtout un club qu'on a tendance à oublier, à ne pas voir dans ce championnat, Unisport du Honcam. C'est des rencontres c'est des points qu'il faudra aller chercher. Nazer, je viens avec vous juste pour une petite information très importante pour moi, c'est concernant les différents drames qu'il y a eu au sein du football camerounais ces derniers jours. Notamment, on a vu le cas de Patrick Ekin décédé sur un terrain de foot et Jomna, jeune demoiselle du côté de Yaoundé, également dans ces conditions-là, et bien sûr David Mayebi qui nous a quittés récemment, on souhaite nos condoléances à toutes ces différentes familles. Alors, vous, quelle est votre réaction par rapport à ces incidents-là? Un mot surtout par rapport à cela. Mon avis par rapport aux incidents que le football camerounais a connus, je dirais d'abord, on a eu d'abord le cas de Marc-Vivien Foué qui m'a beaucoup marqué. Et bon, je pense qu'il faut structurer le football camerounais, structurer dans son ensemble pour éviter les cas similaires. D'accord, je pense que c'est très important. Alors je vais demander de rester avec vous parce qu'on a une petite image, on va demander à notre réalisateur de vous la diffuser. Une petite image du côté de l'Espagne qui s'est produit il y a quelques jours avec la réaction bien sûr d'un Camerounais qui a eu un rôle essentiel. On va suivre et on revient dans quelques instants. Alors, on revient bien sûr, on remercie encore Collins pour les multitudes de diffusions et rediffusions de cette action, surtout l'attitude d'Achille Mana qui a décidément, on peut le dire comme ça, à ramener ce joueur qui partait complètement. On ne constate peut-être pas, mais sur le gel, il reçoit un coup, ça il faut le dire, il reçoit un coup. Il a quasiment perdu ses esprits, parce qu'on voit, il s'est débattu pour pouvoir continuer cette partie. Achille Mana, effectivement, ayant vu l'état dans lequel était ce joueur, l'a poursuivi pour l'arrêter et a appelé l'équipe médicale pour qu'il puisse arrêter la partie. Je pense que si ce joueur avait continué le match comme il souhaitait, parce que là, il reçoit un coup, c'est clair, il est quasiment sonné, il tombe. Il a des difficultés à se relever, il force, il veut continuer la partie. Je pense que si ce garçon continue le match, on ne serait pas surpris d'avoir un autre cas comme celui de Patrick Ekin. Heureusement, Achille Mana, on va le dire, moi je dirais à sauver la vie à ce joueur. Très bien, on va sortir de cette actualité autour du football pour cette fois-ci s'intéresser à une autre discipline sportive, le golf, qui s'est récemment tenu du côté de Douala avec l'Open Practice de golf à Douala et récemment, il y a quelques jours, avec l'Open Golf de Yaoundé, bien sûr avec les résultats de nos compatriotes. Et pour cela, nous avons sur ce plateau, comme on l'a dit si bien, le DTN de la Fédération camerounaise de golf, Nasser Batin, qui est avec nous. Et s'est rajouté parmi nous notre communicateur de cette même discipline, René Mouanguet, qui est avec nous. René, bonsoir. Bonsoir, Eddy.
bienvenue sur ce plateau. C'est une première, hein? Oui, c'est une première sur votre plateau. Très bien. Un autre qui fait aussi sa première, et qui est Lassina Koné, qui est simplement le directeur marketing de DHL au Cameroun. Lassina, bonsoir. Bonsoir, vas-y. Bienvenue sur le plateau Samedi Sport. Merci. Vous choisissez bien vos disciplines, le golf. Hein. Vous vous attendez au football pour jouer avec nous? Non, vous préférez le golf? Mais je joue aussi bien au football. Ah, invitez-moi à un match de football, vous verrez. On ne manquera pas. On évolue très rapidement avec cette actualité autour du golf. D'ailleurs, avec d'abord l'Open de Yaoundé, où il y a eu un Camerounais qui a été champion pour une première, hein, Nazer. Oui, pour une première. En fait, ce Camerounais a brisé le signe indien parce que nous sommes à la 7e édition et on a un Open international de golf où la dotation est intéressante. On a des joueurs de l'extérieur. On parle de 10 000 €, je crois. Hein. Ah oui, tout à fait. 6 millions environ. 6 millions et demi à peu près. Oui, attends. Il y a des joueurs de l'extérieur, des pros qui viennent. Alors, ravi la vedette à nos joueurs. Mais il y a 3 ans, moi j'ai tenu un propos déjà en 2014. Les Camerounais avaient mené la compétition au 2e, 3e tour, mais ils ont, avec la pression, avec l'émotion, ils ont flashé au dernier tour. Donc, raison pour laquelle nous avions fait un travail lié un peu à la psychologie du golf. Et par la suite, ils ont pris conscience parce que quand vous regardez en 2015, alors les mêmes Camerounais se rapprochent. Désiré, le numéro 2 camerounais, est dans le trio gagnant. Et en 2016, un jeune de Tico, alors contre toute attente, par rapport aux pros qui étaient là, s'impose. Mais comment ce jeune de Tico parvient à s'imposer par rapport aux pros, sachant que majoritairement les joueurs qui évoluent localement n'ont pas les moyens. On sait, le golf, c'est pour des personnes entre guillemets qui sont quand même un tout petit peu aisées tout de même. Hein. Comment eux ils font, à moins que ces personnes sont issues aussi de ce rang social? Comment ça se passe, René Mangué? Ben, en fait, le golf avant tout c'est un sport. Hein. Ouais. C'est un sport. Et qui dit sport, c'est voir tout le monde qui peut pratiquer. Voilà, tout le monde peut le pratiquer. Quand vous regardez un peu donc, la configuration des golfeurs, des professionnels camerounais, en général, ce sont des jeunes qui grandissent autour des golfs. Que ce soit à Tico, à Yaoundé ou à Kribi, qui grandissent autour du golf, donc qui baignent dans le golf dès l'enfance. Voilà, qui passent par le rôle de caddie. Et après caddie, il y a des tournois, comme le Challenge Caddie qui s'est tenu à Yaoundé, pas à pas, ils deviennent professionnels. Donc le cas d'Unji, c'est juste un jeune qu'on a vu venir depuis cette saison déjà, sur un certain nombre de tournois locaux, et qui, moi je pense, a acquis sa victoire déjà sur le mental, sur la préparation mentale. Ça revient sur ce que le directeur technique national disait. Alors Lassina, je vous ai vu ce week-end encore, hein, du côté de Douala, lors du practice, vous avez vu faire un birdie vraiment impressionnant. Alors, sincèrement Lassina, qu'est-ce qui vous, particulièrement, je suppose aussi que vous vous exprimez pour le grand public, vous a attiré dans cette discipline-là? Qu'est-ce que le golf a de si passionnant que peut-être moi je ne ressens pas en tant que sportif, enfin passionné de sport? Raison gardons. Il faut dire qu'il y a quelques années, j'étais comme vous. Ah oui, je n'avais aucune passion pour le golf. D'accord. Je regardais, je voyais les gens jouer à la télé. Je me dis, mais ça, c'est pas du sport. Ouais. Donc, il a fallu un jour que je me rende sur un parcours de golf, que je prenne un club et que je me mette à faire le golf avec un ami pour que je découvre la dimension sportive. Et c'est donc quoi cette dimension sportive? Cette dimension, vous avez à parcourir des kilomètres et des kilomètres en marchant derrière cette balle. Cette marche déjà sportive, c'est bien pour votre santé. Et quand vous commencez à jouer au golf, vous vous imaginez que cette petite balle, il faut mettre des stratégies pour pouvoir la mettre au fond. Et par conséquent, il y a beaucoup de leçons. La passion pour une chose vous amène à mieux apprendre cette chose et à l'exécuter. Mais le golf, finalement, semble être peut-être c'est pas une école de la vie, ou au vu de ce que Lassina semble nous faire savoir sur ce plateau? Oui, en fait, c'est une leçon de la vie, parce qu'au golf, le golf a des valeurs qu'il faut défendre. Quelles sont les valeurs du golf, d'ailleurs? Donc, il y a un aspect très important au golf. Alors, respecter ton partenaire et l'air du jeu. Parce que tout se passe sur un parcours de golf. Et au golf, l'adversaire, c'est le parcours de golf qui est parsemé de plusieurs obstacles. Donc, il faut dominer ces obstacles. Donc, raison pour laquelle, avec les différents obstacles qu'on a sur le parcours, quand on domine l'obstacle, on est meilleur. Et ensuite, pour dominer l'obstacle, il faut dans un premier temps avoir alors le courage, la détermination et la volonté.
Et là, vous jouez, vous marquez votre score. Donc, ce qui relève un peu de l'honnêteté du golf. On ne triche pas. Pas du tout, on ne triche pas. Chez nous, le foot, on triche tout le temps. On simule des fautes. Au golf, on ne triche pas. Donc, il a parlé d'honnêteté, il a parlé de persévérance, il y a également de la détermination. Voilà, parce que une compétition, un match de golf se gagne trou par trou. Donc, ce qui veut dire que quand on a mal joué, mal scoré sur un trou, le plus important, ce sont les trous qui suivent. Donc, le golf, c'est ça en fait. Et ce sont ces valeurs que des personnes vont chercher également dans le golf. Très bien. On parlait tout à l'heure de distance parcourue. Quelle est en moyenne la distance parcourue, la SINA, d'un golfeur? Parce que récemment, je t'avais nassé justement lors de cette édition. Il me faisait savoir qu'on parcourt autant de distance qu'en football. Je dirais pas j'ai du mal à le croire, mais je veux bien qu'on me l'explique ça. Oui. Bon, je pense que Nazer a plus d'expérience que moi. Nasser, oui. Nazer. Non, je parle de Nasser Ndoya, qui n'est pas sur ce plateau. Ok, et donc, quand je prends mon cas particulier, je pense que quand je vais le samedi ou bien le dimanche à Tico, je commence à jouer souvent à partir de 7h30. Et de 7h30, je suis en train de marcher jusqu'à 12h30. Ah, ce que vous ne pouvez pas faire en football? Au football, non. D'où peut-être cette conclusion. Vous faites plus d'efforts en golf, en marchant, qu'en pratiquant une discipline intense comme le foot, le basket. Bien évidemment. Mais c'est quand même incroyable, puisque, enfin incroyable, je veux dire, dit comme cela, on a du mal à véritablement réaliser. Parce que nous quand on regarde cela de loin, on a l'impression que les mecs se racontent avec des mains dans les poches, ne transpirent pas. Ils ont des belles culottes, des beaux polos, des belles baskets, pour ceux qui mettent des baskets. Et puis voilà quoi. Enfin, c'est vu de loin, vu de l'esprit peut-être. Oui, il est vrai qu'au football, la débauche d'énergie est assez forte. Oui. Alors que le golf, je pense qu'on prend un peu plus notre temps. Et ce n'est pas une course de fond. Donc le joueur de golf prend son temps pour jouer correctement. Et la distance que sa balle parcourt, il essaie de parcourir cette même distance. Et il prend son temps pour déplacer sa balle. Ce n'est pas le cas au football. Et je voudrais ajouter une des valeurs du golf qui est très importante, qui est l'humilité. Parce que quel que soit votre talent, vous vous imaginez que pendant le parcours, il y a des moments où vous jouez aussi mal qu'un débutant. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître cela et de pouvoir renaître de ces fautes-là et continuer à apprendre. Justement, en parlant, il parlait d'humilité à l'instant, Lassina. Est-ce que, décidément, pour ceux qui pratiquent cela, ce n'est que aussi une valeur qu'on retrouve essentiellement? Oui, c'est l'une des valeurs cardinales même du golf, l'humilité. Voilà, donc le golf, on joue contre soi, on joue contre le parcours. On n'a pas un autre adversaire que le parcours. Voilà. Sous point de vue, jouer contre soi, Nazer, comment ça on joue contre soi? Quand on pratique d'autres disciplines de tennis, on ne joue pas contre soi. Si en tennis, il s'avère que, je prends un exemple comme ça, à tout hasard, je rencontre Federer, je joue contre Federer. Mais au golf, on joue contre soi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, parce que je vous ai parlé tout à l'heure, l'adversaire du golfeur sur le parcours, et chaque golfeur a un index de jeu, ce qui représente sa valeur de jeu. Voilà. À partir de l'index de jeu, tu dois jouer contre le parcours. Tu as un certain quota de points que tu dois faire par rapport à ton niveau du jeu. Si tu vas en dessous du quota des points, alors tu as réalisé une performance. Si tu vas au-delà du quota des points, tu es au-delà, tu fais une contre-performance. Voilà alors l'aspect abstrait subtil du golf. Et là, pour parler concernant l'effort physique, parce qu'un geste de golf met en jeu 269 muscles et 13 articulations. C'est la combinaison la plus complexe de toutes les activités, de tous les sports individuels. Et là, quand on parlait par exemple au golf, le golf est maigri parce qu'un parcours de golf de 18 trous vous fait perdre en moyenne 1400 calories. Parcours, parce qu'on a un parcours vallonné, on a un parcours, on a plusieurs obstacles. Et ensuite, sur un parcours de golf, le fait qu'on parlait de la stratégie, réfléchir sur la distance qui sépare la balle et la cible, réfléchir sur la distance qu'il faut survoler un arbre. Alors, cette intense activité mentale, alors lutte contre le vieillissement cérébral. Ah d'accord. Et c'est très important. Ah d'accord. Mais il y a aussi, n'est-ce pas, ce petit défaut, on dira ça comme ça, enfin, cette idée reçue des golfeurs, comme quoi ce serait une discipline pour les élites, hein, une discipline élitiste. Moi qui suis assez souvent avec vous, je pense que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas des élites, mais pourtant vous pratiquez le golf.
Est-ce que c'est finalement une idée reçue alors? La preuve, le champion du Cameroun aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il ne fait pas de l'élite du Cameroun. Donc, je peux dire que c'est un sport pour tout le monde, mais il faut dire que ça demande que les gens s'y intéressent, que les parents aussi essaient de découvrir ce jeu et de mettre les enfants. En termes d'intérêt pour les parents, d'ailleurs, à l'Open au practice du côté de Douala, on a vu des jeunes qui sont exercés, etc., des adultes. Quel était le bilan de ce tournoi, Nazer? Bilan positif, parce qu'une compétition, nous avions regroupé une quarantaine d'enfants le matin, et dans l'après-midi, une soixantaine d'adultes. Alors, qu'ils ont tapé la petite balle blanche juste un trou compacte. Et au niveau des performances, on salue un joueur qui a rentré sa balle au premier coup dans le trou, ce qu'on appelle le 3 en 1. C'est une performance. Et là, je reviens du moins sur vos propos. Le golf, c'est vrai qu'au niveau du matériel, le coût est excessif, mais nous essayons de vulgariser le golf. Nous essayons de... Quelles sont les politiques qui sont mises en place pour vulgariser le golf? D'ailleurs, je suppose que votre présence sur ce plateau fait partie de la stratégie. Tout à fait. Elle n'est pas anodine, hein. Faut le dire. Je pense que vous êtes dans une stratégie qui commence à se révéler. Oui, dans une dynamique pour démystifier le golf. Parce qu'avant, dans les années 90, on avait 65 golfeurs à Douala. Et avec l'avènement du golf practice de Douala, qui est Arcé, qui est le creuseur de talent, nous avions franchi le cap de 700 golfeurs. Et là, pour intéresser les jeunes, nous sommes partis à partir des écoles primaires. Avant, on travaillait plus avec l'école française Dominique Salio. Et là, il y a des jeunes qui sont révélés. Je pense que la première promotion de l'école du golf practice de Douala a fait le circuit européen. On a beaucoup de professionnels et on s'est dit qu'on ne peut pas mettre un accent particulier uniquement dans des écoles expatriées. Là maintenant nous avons mis un accent particulier sur les écoles primaires camerounaises, voilà, pour amener les jeunes à découvrir le golf. Et là, nous travaillons dans ce sens, et nous avons des résultats satisfaisants. Vous pouvez même vous référer à partir de la compétition que vous avez vue ce samedi, la 5e édition de la Nocturne. Il y avait beaucoup de jeunes nationaux. Oui, j'ai remarqué, avec plaisir d'ailleurs. Voilà, il y avait beaucoup de jeunes nationaux, dont les raisons pour lesquelles on a un certain brassage pour le golf. Et je pense que dans des échanges futurs, on aura plus de nationaux. Preuve, on a un joueur camerounais qui s'est imposé à l'Open international du Gabon. Du Gabon, c'est une première aussi. Voilà, c'est une première aussi. Il a surclassé les meilleurs qui étaient là-bas. Et aussi, on ajoute, à l'Open de la Guinée, on a aussi un Camerounais qui a occupé la 2e place et qui démontre qu'en fait, le golf est en nette progression au Cameroun. A besoin de suivi. Besoin de suivi. Je pense que nous avons mis sur pied un programme de travail et qui permet que les résultats viennent. Est-ce que vous avez aussi la dépendance, permettez-moi, c'est juste une question comme ça, est-ce que vous avez cette dépendance aussi, comme certaines associations, avec avec le ministère des Sports, parce que lorsque j'ai observé autour de moi, notamment ce week-end, j'ai vu que vous avez pas mal de boîtes qui bossent avec vous ou bien qui collaborent avec vous. Est-ce que cela vous permet d'être indépendant de toute subside de la part de l'État éventuellement? Non, indépendant, non. Là, j'ai élaboré un programme avec le MINICEP qui touche éventuellement dans le développement du golf. Alors, tous les partenaires qui sont là font un appoint pour le développement. Ils font juste un appoint. J'adore l'expression appoint. C'est juste un appoint. D'accord, très bien. On va définitivement sortir de cette thématique. Avant cela, je viens avec vous, René Monguet, un mot de votre part également de la SINA concernant ces jeunes qui peut-être parmi nos nombreux téléspectateurs qui peut-être ont aussi envie d'un jour, c'est pas moi, assister à un tournoi ou peut-être même, pourquoi pas, compétir. Oui, comme le disait Nazer tout à l'heure, aujourd'hui à Douala, on a la chance peut-être on n'a pas encore un parcours à Douala, mais on a la chance d'avoir le Douala Golf Practice, qui est un practice, et également une école. Donc une école où les jeunes peuvent se former, une école à travers laquelle on peut développer la pépinière du golf national. Donc c'est également un appel à tous ceux qui s'intéressent à ce sport, donc de s'y rendre pour prendre des cours et apprendre les bases. Très bien. Oui, la SINA, pour
Mot de la fin pour cette thématique autour du golf. Je voudrais tout simplement demander à ce que le golf soit vraiment pris en compte dans les stratégies de développement du pays même. C'est-à-dire... Que pensez-vous que le golf peut apporter au Cameroun éventuellement, aussi pourquoi pas à Côte d'Ivoire, oui, dont vous êtes originaire? Je pense beaucoup à la Côte d'Ivoire et je voudrais dire que le ministère des Sports devrait vraiment faire des efforts pour que le golf soit transcrit dans le programme de formation parce que l'émergence dont nous rêvons ne pourra pas se faire sans le golf. Votre émergence en quelle année au golf? J'espère que ce n'est pas en 2035. Moi, je suis déjà bien parti pour être émergent. J'ai commencé en 2013. Aujourd'hui, mon index prouve que enfin, je suis sur la bonne voie. Très bien, on va sortir, monsieur, de cette thématique avec la troisième rubrique de cette édition autour du Zabnet de la semaine qui est montée par Brian Wembe. Ivy Jalwa. Allez. C'est sur un dégagement, on contre-attaque, je récupère le ballon, j'avance, je vois le gardien qui a avancé, donc je ne me pose pas de questions. Je l'ai vu au début du match qui joue un peu haut, donc sans hésiter.
Bien sûr, la diffusion des meilleurs buteurs français de ce Zabnet n'est pas anodine, puisqu'on rencontre la France dans quelques jours, le 30 mai, du côté de Nantes. On va passer à une autre thématique de cette édition, après le golf, et bien sûr, avec le basketball. Et pour cela, nous avons nos consultants autour du basket, nos spécialistes de basket, Steve Ngassia qui est parmi nous. Steve, bonsoir. Bonsoir. La forme, Steve? Comme d'habitude. Vous êtes présent, hein, comme d'habitude, hein? Oui, la pluie a failli nous jouer un sale coup, mais on est là. Très bien. Et on évolue avec un tout autre consultant qui refait sa présence parmi nous. Jeff Beck. Jeff, bonsoir. Bonsoir, Edith. Avec plaisir, on vous reçoit. La dernière fois, vous n'avez pas cessé de chuter par rapport à autour de... Je crois que c'était autour de Kobe. Non, Kyrie Irving. Oui, Irving, effectivement. Alors, on va évoluer d'abord très rapidement cette actualité autour, justement, du basket américain, notamment le cas Stephen Curry. Avant cela, on prend l'actualité des playoffs qui sont en train de se dérouler dans chaque conférence, notamment. On va débuter avec vous, notamment avec la conférence Est. Que se passe-t-il actuellement en finale de conférence? Bon, disons que la conférence Est est rendue juste au premier match avec les Cleveland Cavaliers, LeBron James et le fameux Big Three qui affrontent Toronto. Toronto, ouais. Donc sur le premier match, Cleveland a carrément laminé Toronto. Mais on va dire que Toronto sortait d'un Game 7. Donc, qui a été un peu épuisant. Épuisant avec Miami, dont l'influx nerveux, la fatigue physique fait que Cleveland a peut-être pris le dessus sur le premier match, mais qui sait? Peut-être sur la suite, Toronto reviendra. Alors Steve, sur le cas Toronto, c'est une première, Toronto à ce niveau de la compétition NBA. Est-ce que vous pensez que cette année pour Toronto sera la bonne? D'ailleurs, au sein de cette équipe des Raptors de Toronto, quel est le joueur vedette? Bon, vous avez DeMar DeRozan qui est censé être le joueur vedette avec Kyle Lowry. C'est deux joueurs All-Star. C'est les deux All-Star Games qui ont représenté Toronto. Lors du All-Star à Toronto, vous auriez dû être, mais malheureusement, vous n'avez pas pu y être. Mais disons que... Elle est pas mal celle-là, je n'ai pas vu arriver. Mais disons que Toronto, pour l'instant, a déjà joué... les deux tours précédents, a joué 14 matchs. Ils ont été qualifiés lors de leur série au bout de 7 matchs. Contrairement à Cleveland qui n'a joué que 8 matchs. Donc vous voyez qu'il y a déjà un décalage de 6 matchs et ça pèse énormément dans les jambes. Mais même quand on regarde au niveau individuel, poste par poste, au niveau du talent, il est clair que Cleveland est beaucoup mieux garni. Et en plus, Toronto a perdu leur pivot vedette, Valanciunas, qui a été absent lors du premier match. Mais de toute façon, pour Toronto, l'objectif a déjà été atteint. Ils n'étaient jamais sortis du premier tour des playoffs. Cette année, ils ont réussi à se qualifier pour la finale de conférence. Je pense qu'ils n'ont plus de pression. Pour l'instant, c'est juste du bonus. Et ils vont simplement essayer d'être professionnels et de bien figurer. Alors basculons vers la conférence Ouest, avec le cas des Warriors de Golden State qui affrontent Oklahoma. Est-ce que la bataille entre les deux, ça tiendra, même si il y a une victoire d'ailleurs pour les joueurs d'Oklahoma face à Golden State? Est-ce qu'on peut retrouver Golden State en finale Donc, déjà, ils sont à égalité déjà. Oui, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on peut retrouver Golden State en finale cette année, une fois de plus, comme la saison dernière? Oui, certainement, on peut. Bon, Golden State, de toute façon, c'est eux les favoris. Ils ont eu 73 victoires pour 9 défaites. Ils sont censés gagner la compétition. Oklahoma City, déjà, n'était pas pressenti pour être en finale. Pour être en finale de conférence. On s'attendait à... C'est une grosse surprise ou pas? Oui. Quand même, parce que San Antonio était archi favori, surtout après le premier match où ils ont vraiment... San Antonio avait des joueurs un peu vieillissants. Parker, Duncan, c'est limite. Hein. Oui, mais Ginobili, je crois, il sait pas. Bon, la limite est très fine entre la vieillesse et l'expérience. Ce sont des joueurs peut-être vieillissants, mais très expérimentés. On est d'accord. Surtout quand même qu'ils ont dans leur 5 Kawhi Leonard, qui est le meilleur défenseur de la Ligue, LaMarcus Aldridge, qui est un véritable All-Star. Et ils ont eu, ne l'oublions pas, le deuxième meilleur record de la Ligue. Et ils avaient l'avantage du terrain contre OKC. OKC a déjà montré qu'ils étaient capables de gagner à l'extérieur, ce qui est très important lors des playoffs. Ils l'ont fait lors du premier match contre Golden State. Golden State, évidemment, a réagi lors du deuxième match pour équilibrer la série. Là, maintenant, on repart à OKC pour 2 matchs. Et je pense que si OKC réussit à gagner les 2 matchs à la maison, ils auront une chance de se retrouver en finale contre Cleveland. Restons avec le cas Golden State pour s'intéresser à ce joueur qui porte si bien cette équipe de Golden State, Stephen Curry, que l'Amérique adore, que l'Amérique a découvert il y a quelques années. Et l'Amérique ne parle que de lui. LeBron James croyait tout seul. Maintenant, voilà Stephen Curry avec lui au sommet de ce sport, au sommet de cette association, notamment la NBA. Oui,
on peut le dire, hein, Stephen Curry, 28 ans, en pleine possession de ses moyens. Il est arrivé en NBA en 2009 par la draft qui a vu Blake Griffin numéro 1. Mais lorsqu'il est arrivé, il n'était pas pressenti. Hein, il n'était pas pressenti parce qu'il était d'abord chétif. Il n'avait pas le profil même un peu du comme joueur. Steve Nash. Voilà, Steve Nash à l'époque. Il n'avait pas le profil même du joueur type NBA. Parce que les joueurs NBA, on laissait beaucoup plus physique, beaucoup plus grand, du type LeBron James et tout. Mais il a su faire ses preuves petit à petit grâce au coach Mark Jackson, qui est parti en 2014 et remplacé par Steve Kerr. À ce moment-là, on a commencé à sentir le déclic dans son jeu. Est-ce que c'est la présence, est-ce que c'est l'arrivée de Steve Kerr qui, et comme lui, était un meneur aussi, mais du côté des Bulls à l'époque de Jordan, avec Pippen, Rodman et Ron Harper, bien sûr. Ouais. Je pense que ça a été véritablement le déclic pour lui parce que avant ça, c'est vrai, il était déjà appelé au niveau de Team USA. Il est champion, 2 fois champion du monde, hein, il faut le rappeler, en 2010-2014. Mais c'est véritablement Steve Kerr qui lui a donné ce petit plus, le côté gagneur. Voilà. Est-ce que le fait que les Warriors n'étaient pas une équipe favorite, il faut le reconnaître, il y a quelques saisons, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de pression considérable comme s'il aurait signé du côté des Spurs ou des Bulls, qui sont des équipes qui ont gagné des titres, ou des Knicks de New York éventuellement. Est-ce que le fait qu'il soit retrouvé dans une équipe, on va dire, en termes de... qui n'avait pratiquement jamais rien gagné de sérieux, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a été aussi facile pour Stephen Curry? Certainement, ça a dû aider, hein, le fait de venir et de pouvoir avoir beaucoup de temps de jeu en tant que très jeune joueur est très important. Mais il ne faut pas aussi oublier que les 3-4 premières années dans la Ligue, il a eu beaucoup de problèmes de blessures. Surtout, il a une cheville qui le dérangeait énormément. Donc, il a mis du temps à pouvoir vraiment réussir à atteindre son rythme de croisière. Mais il y a aussi eu des apports importants de la part du général manager avec l'arrivée de Klay Thompson, qui est un très très bon shooter aussi, et l'arrivée de Draymond Green, qui ont permis véritablement à cette équipe de faire de grands pas en avant. Un des artisans de cette équipe, effectivement, c'était Mark Jackson, qui malheureusement est parti il y a 2 ans. L'arrivée de Steve Kerr, je pense, leur a permis de jouer de façon un peu plus libérée. C'est-à-dire qu'ils jouent contrôlé. Un collectif maintenant, c'est un collectif. Il y a un véritable collectif, mais disons, ils ont beaucoup plus de folie dans leur jeu. Ils n'hésitent pas à prendre des tirs qu'on n'accepterait dans aucune autre équipe. À Golden State, ils s'arrêtent à 2 mètres, 3 mètres de la ligne de tir à 3 points. Ils prennent le tir et ça a l'air normal. Évidemment, ça a l'air normal parce qu'ils les rentrent. Oui. Ils ne rentreraient pas, ce ne serait pas normal. Ils ne les rentreraient pas, évidemment. Le coach ferait très vite de les recadrer. Mais je pense qu'on n'a jamais vu un shooter avec une aussi grande rapidité de tir. C'est-à-dire qu'on a le pourcentage de réussite de Stephen Curry, il est anormalement élevé tout de même. Hein? Oui, non seulement il est anormalement élevé, mais c'est juste qu'il n'est pas conventionnel. Souvent, on a des spécialistes du shoot qui ont besoin de sortir d'un écran. Mais lui, il est dans quel cadre? Est-ce qu'il est dans le cadre d'un meneur atypique ou d'un shooter exceptionnel? D'un joueur extraordinaire. Ah oui, bravo pour disons pour la liaison. Justement, c'est qu'il mélange les deux. C'est-à-dire que souvent, on a des meneurs qui sont plus passeurs et on a souvent des shooting guards qui sont des spécialistes. Et lui, il réussit à créer son propre shoot, ce qui est exceptionnel. Et son range n'a pas de limite. Il tire du milieu du terrain à peu près à 45% de moyenne. Après une sortie de dribble. Après une sortie de dribble, ce qui fait que c'est... On n'a jamais vu un joueur de la sorte. Mais ce profil. On n'a jamais vu un joueur NBA, jamais existé. Est-ce que c'est pas lié à la, comment je dirais, à la trajectoire du moins, au lien exceptionnel, au lien particulier, au lien qu'il a avec son père? C'est-à-dire qu'on a vu, son père traînait tout le temps avec lui sur les parquets quand il était basketteur professionnel. Stephen traînait avec lui, ils ont grandi ensemble. Stephen a imité les gestes de son père, les habitudes, bref, il a pris le numéro de son père, tout de son père. Sans doute son père lui a inculqué des valeurs, on parlait du golf tout à l'heure, des valeurs du tennis, des valeurs d'un champion. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Stephen Curry, comme les sœurs Williams, était dans le moule d'un champion en pleine fabrication et aujourd'hui, tout simplement, c'est en train d'éclore? Oui, je pense que il avait des prédispositions, hein, parce qu'il faut aussi dire que sa mère était volleyeuse. Oui. Son père a joué 16 ans en NBA, notamment 10 ans au niveau de Charlotte. Voilà, il arrivait lors des entraînements, il participait aux entraînements, on lui permettait de le faire. Il rencontrait des joueurs comme Ray Allen,
Ça devenait plus facile pour lui. Plus C'est-à-dire que facile. la NBA, c'était plus le mec à qui on envoie la balle, il panique. Non. Il a l'habitude d'être avec eux. Non, mais il faut dire aussi que quand on est dans cet environnement-là, ça veut dire qu'on a la vie de millionnaire aux États-Unis. Souvent, il y en a plein qui prennent la facilité. Par contre, lui, c'est un travailleur. Quand vous voyez un jeune qui a grandi avec une cuillère en or depuis la naissance, réussir à s'en sortir en NBA et à dominer la NBA surtout, ça veut dire qu'il y a une certaine éthique du travail. Après sa première saison, par exemple, en NBA, il a passé tout l'été à reconstruire son shoot. Et c'est extrêmement difficile. C'est clair qu'il a la chance d'avoir eu autour de lui un environnement de sportif, une discipline de sportif et à éviter plusieurs pièges. Mais l'évidence est que c'est grâce au travail qu'il a réussi à arriver là où il est aujourd'hui. On va voir justement ce petit reportage autour de Stephen Curry en version originale, pendant 2 petites minutes. On revient dans quelques instants, messieurs, dames. I'm the son of a 16-year NBA veteran. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! He's turned out to be better than anybody thought. In my wildest dreams, did I ever think that he was going to be an MVP? The things that he's improved on, because he just wants to get better and better in so many areas. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Their first title in 40 years. I don't think I've reached my ceiling. I always feel like I can get better. Yeah, I still feel the same way on the court now like when I was a kid. Justement, cette image de la fin qui symbolise l'hommage rendu par la NBA à ce joueur Stephen Curry. On observe un point très important, c'est l'unanimité autour du vote concernant Curry, qui a été élu joueur de la saison 131 fois. C'est quand même jamais arrivé à NBA. Oui, c'est sûr que même celui qui est considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps, Michael Jordan, n'a jamais eu autant. N'a jamais pu avoir le titre de MVP avec l'unanimité. Bon, maintenant, est-ce à dire que la concurrence est moins élevée? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont largement dominé la saison. On savait tous qu'il allait être MVP à la fin. Et c'est largement mérité. À l'unanimité, l'écart entre Curry, Kawhi, LeBron, est-ce que véritablement l'écart est aussi élevé? Peut-être pas, mais en tout cas, il mérite son titre à l'unanimité. Alors, Jeff Beck, vous qui avez un peu plus de mémoire en basket, est-ce qu'il y a un joueur qui s'est approché de cette performance? Quand même 131 en termes de voix, c'est énorme. Il n'y a pas eu un joueur qui en était à peut-être 128, 127? Disons LeBron James, la saison 2003, il était à 22 points de là, des 1310. Shaquille O'Neal en 99 aussi. C'est les deux seuls joueurs qui se sont rapprochés le plus, mais je pense que les 1310 voix viennent beaucoup plus du fait que les médias, ce sont les médias qui votent. C'est un peu un système au Ballon d'Or France Football d'une certaine époque. Je pense que si les joueurs votaient, ça devait être beaucoup plus équilibré. Mais vous pensez que ces médias ne sont pas assez objectifs, non? Disons, les médias, ils ont souvent des partis pris. Bon, je ne veux pas juger. Vous évoquez le lobbying aussi, non? Oui, un peu de lobbying. Mais c'est vrai qu'il sort quand même d'une grosse saison. Parce que faire 73 victoires, effacer le record des Bulls, c'est vrai que c'est pas donné. Donc, bon, il faut dire aussi qu'ils étaient la meilleure équipe. Et l'équipe qui suivait, c'est une équipe comme San Antonio qui repose plus sur un collectif. Il n'y a pas un joueur individuellement qui ressort du lot. Et je pense que c'est ce qui a permis que Curry finalement termine avec l'unanimité au niveau du vote des MVP. Très bien, monsieur, on vous remercie tous d'avoir été présents, notamment Franck Edifo, Jeff Beck, Steve Gassa, Nazer Batin qui également a été présent, et bien sûr Lassina Kone, et Chabda Romeo, bien sûr René Mwanguet, et Billy Otto, on doit le dire, qui était censé être présent sur ce plateau, mais malheureusement pour lui est arrivé en retard, et la discipline de ce plateau voudrait que ce ne soit pas permis. Du coup, il n'a pas assisté à l'émission, on est désolé pour lui. Et l'ensemble des équipes techniques, notamment sous la direction de Collins Branchon, notre réalisateur formidable et magnifique. On rappelle que la semaine prochaine, Samedi Sport sera retransmis depuis
les studios de Canal 2 à Paris. On remercie pour cela la direction des programmes de Canal 2 et aussi le directeur des sports Bouba Gomna pour sa collaboration. Messieurs, dames, sachez que sur ce plateau ce soir, nous, ça nous a dit sport. Et si vous, chez vous à domicile, ça vous a dit sport, alors retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport. La passion, c'est elle qui nous motive. Pour faire quelque chose de grand, pour changer la donne, c'est elle qui nous motive. Peu importe vos origines, votre apparence, elle brûle en vous tous. Elle est universelle. Face à des obstacles infranchissables, elle vous pousse à les surmonter, malgré tout. Elle vous relève, vous échouez encore et encore, vous vous endurcissez, vous apprenez. Et un jour enfin, l'impossible se produit. Quelque chose se brise. Soudain, vos limites sont loin derrière vous. Le plafond qui vous écrasait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Vous vous demandez alors, sans ces limites, jusqu'où pouvons-nous aller? Decimos no al racismo. Nee tegen racisme. Nein zu Rassismus. Non au racisme. No al racismo. No to racism.